tous, je suis Lara Dizeran et pour ce 4e épisode du podcast Société et Économie, nous accueillons aujourd'hui professeur Dr Laura Ilia. Professeur, bienvenue. Bonjour Lara. Professeur, c'est au Tessin, votre canton d'origine, que vous avez obtenu votre doctorat en business et communication. Vous avez ensuite continué votre carrière à Londres, Cambridge et Madrid, avant d'arriver à l'Université de Fribourg en 2019. Vous êtes aujourd'hui à la tête du département des sciences de la communication et des médias. Ce qui vous intéresse dans vos recherches, professeur, ce sont les discours qui entourent le monde des affaires. Vous travaillez notamment sur les mouvements sociaux sur Internet et plus récemment sur ce sujet fascinant qui est l'intelligence artificielle. Les questions de la légitimité, de la réputation et de la responsabilité sociale des entreprises sont aussi au centre de vos études et c'est de cela que nous allons discuter aujourd'hui. Être profitable, c'est bien. Être profitable et responsable, c'est mieux. Si la performance économique est au centre des intérêts des entreprises, la responsabilité sociale est aujourd'hui un enjeu majeur. Cette RSE, comme on l'appelle, est de plus en plus considérée par les entreprises, sous l'influence notamment des mouvements sociaux et écologiques. Les entreprises doivent en effet prendre en compte les enjeux de leur environnement, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques ou éthiques. Alors au-delà de leur propre intérêt économique, les entreprises ont des comptes à rendre à toutes leurs parties prenantes. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises s'engagent. Mais qu'est-ce que représente vraiment ce concept de responsabilité sociale à l'échelle d'une société? Comment communiquer sa RSE de manière efficace? Et surtout, comment contourner ce scepticisme entourant la RSE? Nombreuses sont les questions autour de ce concept, mais commençons peut-être par le commencement. Professeur, qu'est-ce que représente cette responsabilité sociale pour une entreprise? Alors, la responsabilité sociale pour une entreprise demande que l'entreprise reconnaisse que chaque décision de business peut avoir un impact social et environnemental, et alors il peut avoir une implication éthique de ce qu'on fait en business. Et qu'est-ce que ça implique de reconnaître tout cela, notamment par rapport aux parties prenantes? Alors, la chose plus importante, c'est de réfléchir sur quels sont les liens stratégiques avec toutes les parties prenantes et quelle typologie de responsabilité on a vers eux, non? Et ça, c'est important de penser pas seulement aux parties prenantes, aux partenaires du business, mais aussi ceux qui sont secondaires dans la société. Et justement, ces parties prenantes dont vous parlez, quelles sont ces parties prenantes? Ça revient en fait à savoir vis-à-vis de qui cette responsabilité est exercée en tant qu'entreprise. Oui, bien sûr, il y a les clients, il y a la société en sens large, non, ça c'est clair, mais on peut penser à une responsabilité qui est exercée sur trois grands groupes et typologies de partenaires. Un, c'est clairement toutes les parties prenantes qui dont l'autorisation à exercer à l'entreprise, qui sont liées comme par exemple le gouvernement, toutes les institutions de réglementation, même les actionnaires, non, ça sont plus liés à le business que le business fait. Et puis il y a toutes les parties prenantes qui sont liées à les opérations, les fournisseurs, les distributeurs, les employés, tout ça. Et puis il y a bien sûr ceux qui, je pense, sont ceux que nous, comme citoyens en général, nous connaissons plus clairement dans la responsabilité sociale, sont tous ces parties prenantes, ces acteurs qui demandent au business d'avoir une attention sur des enjeux sociétals et ils sont là pour défendre, non, cet enjeu et cette problématique sociétale comme peut être la diversité, les changements climatiques par exemple. Et là, il y a aussi les médias, non, bien sûr, qui sont en train de parler, informer sur cette typologie des enjeux sociétals. Oui. Justement, nous verrons après que cette dernière partie prenante, donc les citoyens et les médias, sont la partie prenante qui est la plus difficile à convaincre et à éviter au niveau du scepticisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est impératif justement de s'engager en tant qu'entreprise? Oui, alors ça c'est clair que c'est important. On ne peut pas faire comme les années 80 où un business n'était pas engagé avec toutes les parties prenantes. Et ici, je pense que le défi le plus grand, c'est de s'engager, être en conversation, en relation, pas seulement avec les parties prenantes qui sont institutionnalisées, comme ONG par exemple, mais aussi la société civile en large. Parce que maintenant, il y a les citoyens qui parlent, ils veulent parler avec les entreprises et il faut avoir une écoute, il faut avoir une façon de communiquer, dialoguer. Et ça, c'est vraiment une nécessité parce que ce n'est pas nous comme entreprise, institution publique qui décidons avec qui on veut parler et dialoguer, c'est eux qui décident, nous sommes ciblés par eux. Ça, c'est la base d'une communication de RSE, c'est comprendre ça. Et justement, cette responsabilité sociale est un concept assez large. Il me semble qu'on distingue 4 dimensions
à cette responsabilité sociale? On parle souvent de dimensions éthiques, légales, philanthropiques ou économiques, c'est bien ça? Oui, alors là, je pense que tu te réfères au modèle de Carroll, qui est un des académiciens plus connus. Et c'est vrai, on peut la conceptualiser comme ça. Moi, je préfère parler des 3 dimensions qui aident un petit peu à cartographier la responsabilité sociale sur 2 axes. L'axe de valeur partagée qu'on crée et aussi combien cette valeur partagée est liée au business ou non, non? Alors, bien sûr, il y a la dimension philanthropique. Et là, si, par exemple, c'est donner de l'argent de manière désintéressée à une cause et sont liées à toutes les actions qu'un business fait sans demander quelque chose à l'échange, non? Et alors là, la dimension éthique et la dimension philanthropique sont centrales. Et elles sont centrales parce que, en effet, pour faire la philanthropie 100%, on doit avoir vraiment une rigueur éthique derrière, non? Et c'est pour ça que l'éthique est très importante là, pour le faire de manière authentique. Et c'est vrai aussi que, si je pense de manière cynique, c'est impossible de faire une philanthropie 100%. Là, même si quand on donne de l'argent à une fondation, c'est de l'argent qui n'est pas taxé, non? Alors même là, il y a quelque chose en échange, non? Mais je préfère laisser le cynisme dehors de cet entretien et penser que c'est possible, en effet, de faire une philanthropie avec un objectif réel et authentique, non? Éthique derrière. Ouais. Revenons peut-être au modèle dont vous avez parlé en 3 dimensions. Quelles sont les 2 autres dimensions? Alors, la deuxième, c'est la RSE stratégique. Ça, c'est toutes les actions qu'une entreprise ou une institution fait pour minimiser les dommages qu'elle fait pour la société. Je pense ici, par exemple, à une entreprise de gazoil qui suivent les réglementations pour minimiser la pollution, non, qu'elle peut créer dans la société. Alors là, ce sont toutes des actions qui sont orientées à éviter les risques, non, et améliorer la réputation de l'entreprise. Et ici, disons, l'aspect légal, non, du modèle de Carroll et l'aspect, bien sûr, éthique sont très importants. Et puis, il y a la 3e dimension, c'est celle de création de valeur partagée. Ça, ce qu'on appelle en anglais le creating the share value. Et c'est vraiment faire du business autour de la résolution d'un problème sociétal ou environnemental. Et là, c'est vraiment mélanger ce que le business fait au cœur du business pour résoudre un problème social. Et alors là, vraiment, c'est vraiment la partie économique, non, et éthique sont très importantes dans ces derniers modèles. Ouais. Justement, on en a parlé avant, la dimension économique est souvent centrale pour les entreprises car elles veulent faire du bénéfice. Mais aujourd'hui, au-delà de ces objectifs financiers, les entreprises doivent s'engager et survivre. Alors comment on peut allier le profit et la responsabilité sociale? Est-ce que c'est possible de faire les 2? Alors moi, j'oserais dire même que ce n'est pas seulement possible, mais c'est nécessaire. Parce que dans les dernières 10 années, il y a eu des problèmes économiques au niveau mondial. Et c'est clair que là, si on coupe quelque chose dans les entreprises, on peut couper tous ces programmes philanthropiques et tout cet investissement stratégique, non, en RSE. Alors, quand il y a peu d'argent, moins d'argent, c'est clair que générer de l'argent dans la résolution d'un problème sociétal, ça aide, non, à assurer la durabilité, mais dans ce cas-là, financière de cette résolution du problème sociétal. Non? Alors, vraiment, je dirais que c'est nécessaire de s'orienter vers ces modèles dans lesquels, bien sûr, si on veut considérer l'éthique 100%, est-ce que c'est bien faire du business autour de la résolution d'un problème? J'imagine qu'il y a des personnes qui considèrent que ce n'est pas bien, mais c'est une façon d'assurer la durabilité financière derrière une solution sociétale, non? Et justement, ce dont vous parlez est un peu lié à l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce concept? Oui, bien sûr. Ça, alors l'économie circulaire, sont des nouveaux modèles de business. Mais bon, en effet, ils ne sont pas tout à fait nouveaux à 100%, non, mais ils sont là depuis des années déjà, qui ont l'intention de changer l'économie linéaire dans laquelle il y avait un produit, qui est utilisé et puis jeté, et changer ça pour avoir une économie circulaire, non, et maximiser 4 choses. La première chose, c'est assurer, par exemple, d'utiliser moins de ressources primaires, des matériels primaires pour produire le même produit. Je pense ici à Nike, non? Ils ont utilisé le fil qu'ils utilisent pour leurs chaussures, sont 80% moins qu'avant. Ça, c'est une nouvelle technologie qu'ils ont utilisée. Je pense, la deuxième chose qu'on essaie de faire dans l'économie circulaire, c'est aussi assurer d'utiliser tous les déchets d'une production pour produire un produit. Et par exemple, ici, je pense aux particle boards, des tables des IKEA, non, par exemple, qui sont construits des déchets, des productions. Ça, c'est savoir avec le recycling.
Et puis, il y a aussi toute la partie de faire un design d'un produit qui peut durer plus long dans le temps et suivre les consommateurs dans tout le cycle de sa vie. Je pense par exemple aux sièges qui suivent un petit enfant dans toute sa vie jusqu'à qu'il est peut-être adolescent. Et il y a bien sûr tout l'aspect d'exploiter le plus possible chaque produit dans plusieurs utilisateurs. Ici, bien sûr, la sharing economy, c'est central en ça. Alors vraiment, c'est de repenser le business autour de cette économie circulaire. Et il y a beaucoup de multinationales qui font ça, même ceux qui font vraiment une consommation massive de leurs produits. Je pense ici à H&M, et oui, Ikea, des autres. Et eux, ils sont en train de lancer des programmes très intéressants, je pense, dans ce domaine. Mais c'est aussi vrai que les publics, ils sont très cyniques. Ils disent, mais comment c'est possible? Donc, de toute façon, ils sont en train d'essayer de faire une économie circulaire, mais ils maximisent la production et la consommation. Alors, c'est très difficile de faire ce changement, mais ce changement est là. Et moi, je suis une optimiste. Moi, je suis sûre que le business vont toujours plus changer dans ces modèles circulaires. Ouais. Alors, les entreprises font des efforts et essayent de s'inscrire dans une dynamique plus dans la durabilité, mais justement, un certain cynisme entoure tout ce concept de responsabilité sociale. Donc, elles ne sont pas toujours prises au sérieux, ces entreprises qui essayent de s'engager, et on leur reproche parfois de s'engager uniquement pour une question d'image ou de réputation. Alors, est-ce que selon vous, ce cynisme est justifié? Vous l'avez un petit peu développé avant, vous êtes plutôt optimiste, mais est-ce que finalement, on a raison aussi de douter un peu de cet engagement? Non, ça c'est clair, et la raison pourquoi il y a ce cynisme est là, c'est tout à fait normal, et surtout, je pense que ce cynisme vient du passé, surtout dans le moment où le business, ils étaient en train de dire qu'ils faisaient des choses responsables, mais à la fin, ils ne les faisaient pas, non? Alors, si des erreurs de communication dans le passé, des erreurs aussi dans la pratique, justifient ce cynisme, et c'est clair. Le cynisme est là, et moi, j'ai pu le voir chaque fois que j'enseigne dans les nouvelles générations. Plus j'enseigne à des étudiants de business, plus ils sont cyniques sur cette affaire-là, non? Peut-être les étudiants de communication, ils sont plus optimistes, non? et c'est normal. Et là, mais je pense que le cynisme, c'est bien. Ça aide un petit peu à monitorer aussi les comportements, non? Il n'y a rien de négatif sur ça. Mais c'est clair que c'est une gestion difficile pour les entreprises. Elles doivent gérer ce cynisme. Ce n'est pas facile du tout. Ouais. Justement, vous parliez d'erreurs de communication qui peuvent être faites et qui peuvent amener à ce cynisme. Est-ce que vous avez en tête un exemple d'erreur majeure de communication à ne pas faire pour éviter ce cynisme? Bon, la première chose, c'est pas de faire de greenwashing, je dirais. Non, le greenwashing, le public général peut penser que c'est pas être environnementalement responsable, non, du point de vue de l'environnement. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas être transparent de ce qu'on fait, non. C'est dire qu'on fait une chose et on la fait pas, non. C'est pas le walk the talk, non. C'est-à-dire, pour éviter le cynisme, il faut vraiment faire des choses et puis communiquer sur ces choses qu'on fait. Non? La chose, ça, c'est je sais que ça semble banal, mais c'est la base. C'est la base, et des fois, c'est aussi facile, non, communiquer des choses qui sont en train d'être faites, mais ce n'est pas encore tout à fait accompli, et c'est facile d'entrer dans des erreurs. Non? Alors là, c'est clairement la première chose, pas faire du greenwashing, c'est la base, je dirais. Et peut-être la seconde chose aussi, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cet environnement et qu'il y a aussi des parties prenantes à prendre en compte. Oui, bien sûr. Je pense aussi à une autre chose très importante pour éviter un cynisme, c'est de commencer un dialogue, non? Comme on avait dit au début de l'entretien, c'était vraiment connaître tout ce lien qu'on a et, disons, cultiver cette relation et comprendre leurs nécessités, non? Même s'ils ne sont pas des partenaires du business, non? Et ça, c'est vraiment la base, avoir des dialogues. Là, il y a pas mal de bonnes pratiques dans les entreprises. Par exemple, il y a des entreprises qui ont commencé des knowledge centers, non? Je pense ici à Swiss Read avec Open Minds. Il y a pas mal, une dizaine d'années qu'ils ont cette initiative. Tous les différents experts dans les domaines du business liés à les assurances, ils parlent des enjeux sociétaux et ils ont comme cette blog, non, qui est vraiment très ouvert à des différents points de vue. Je pense ici aussi à Telefonica avec Arconversa, que c'était toute une plateforme vraiment où n'importe qui pouvait lancer un discours et l'entreprise était en train de dialoguer avec eux. Alors le dialogue, avoir des espaces de dialogue, c'est important, mais c'est aussi important d'écouter ce que les parties prenantes veulent, parce que moi, je peux vraiment voir dans la recherche que j'ai faite, aussi dans les entretiens que j'ai faits,
Vraiment, il y a tout cet espace de dialogue et puis l'entreprise veut dialoguer seulement sur ce qu'elle considère important, mais écouter quelles sont les nécessités, leur intérêt, c'est fondamental. Et sinon, les parties prenantes, ils disent que l'entreprise, bien, il y a tout ce dialogue, mais moi, je ne suis pas intéressée à parler avec eux sur ça. Non? Et ça, c'est important. Vraiment, entrer dans les modus operandi de l'écoute, c'est fondamental, je pense, pour éviter le cynisme. Donc justement, ce manque d'écoute est souvent reproché aux entreprises. Mais est-ce que vous avez un exemple de reproche qui est souvent émis envers les entreprises concernant leur RSE? Alors là, je pense qu'il y en a beaucoup et je pense que c'est vraiment difficile de nombrer un. Parce que vraiment, et ça dépend aussi de la société, dans le moment dans la société où on est. Non? Alors, si je pense dans les dernières 5 années, probablement les tendances dans les reproches plus fortes et plus visibles qu'on a sont clairement tous les aspects de diversité et de traitement des employés, par exemple. Je pense ici à la sharing economy, toutes les critiques qu'il y a sur le traitement de ces freelancers qui travaillent et ne sont pas des employés, mais alors où sont les droits là, des employés vis-à-vis d'une entreprise de sharing economy. Je pense aussi à toute cette affaire de la culture toxique et les aspects plus de harcèlement sexuel. Ils ont été très visibles dans les dernières 5 années. Je pense ici, par exemple, aux accusations dans le monde de Hollywood, mais puis aussi avec le MeToo qui est sorti. Mais il y a aussi, bien sûr, tout l'aspect d'harcèlement sexuel et la culture toxique, brothering, dans le Silicon Valley, qui est vraiment très forte aussi. Il y a pas mal de reproches là. Dans les associations sportives, les scandales qu'on a eu dans les dernières années, de l'omerté sur des aspects d'harcèlement sexuel a été très claire. Et alors là, je pense que c'est une thématique très vivante. Et puis, bien sûr, l'aspect du changement climatique, ça, c'est un des trendy topics, si vous voulez, dans les dernières années. Je pense que c'est très visible pour tout le monde. Et puis, la transparence, la manque de transparence, ça, c'est aussi une chose qui est vraiment très reprochée. Ça sont seulement des exemples. Chaque industrie a son reproche spécifique, et c'est difficile de généraliser. Mais on remarque quand même une sorte de tendance face à ces reproches, donc notamment par rapport au greenwashing. On remarque une montée en puissance justement de ces mouvements sociaux, notamment écologiques. Donc quelles sont les implications face à ces mouvements sociaux qui montent en puissance pour les entreprises? Alors là, c'est clair que pour une institution, un business, c'est difficile d'entrer en dialogue, de faire partie de ce discours grand qu'il y a là. Parce qu'en effet, des fois, oui, on peut parler de dialogue, on peut parler de l'écoute, mais si l'autre contrepartie ne veut pas vraiment dialoguer, ce n'est pas facile. La première chose, c'est de ne pas faire ces erreurs-là et d'éviter les problèmes au début. La chose plus importante, c'est clair qu'il faut comprendre comment entrer en engagé avec ce mouvement qui sort là, qui sont très présents aujourd'hui et comprendre comment ils se forment. Et des fois, je pense ici, du point de vue de la gouvernance des entreprises, c'est difficile parce que les reproches qui arrivent, par exemple, par les médias sociaux, les médias numériques, ils sont très hétérogènes. Il y a beaucoup de feux à gérer, si vous voulez, et beaucoup de reproches. Et puis, c'est difficile d'identifier une voix unique derrière parce qu'il y a plusieurs différentes parties prenantes là-dedans. Alors, comprendre comment monitorer l'émergence de cette différents points de vue, cette hétérogénéité, identifier une convergence derrière et puis identifier avec qui parler, avec qui s'engager, c'est clairement un défi. Et vous avez parlé justement des parties prenantes qui sont diffusées. Donc là, vous pensez justement aux citoyens. Et je pense notamment aux réseaux sociaux. Maintenant, vous l'avez dit, il y a pas mal de reproches et de mouvements qui émergent de ces réseaux numériques. Comment est-ce qu'on peut justement gérer ces différents mouvements et reproches qui émergent quand on a une centaine de milliers de reproches qui nous arrivent dessus et qu'on doit avoir une ligne directrice? Alors, ça, c'est clair que si on n'a pas une communication très forte de base et une communauté online, avec qui on dialogue dehors de la RSE, dehors des aspects qu'on est en train d'être rapprochés. C'est difficile vraiment de gérer, avoir une bonne relation avec la société civile online. Alors la règle de base, c'est d'avoir un capital relationnel qui est toutes les communautés qu'on gère déjà de base, en général, dans un moment qui n'est pas perturbé. Alors là, la base, c'est vraiment d'avoir ce capital relationnel construit dans le temps. Et c'est pour cette raison-là que maintenant on parle toujours
des community management, d'avoir cette communauté online. Mais on doit avoir une communauté très forte avec qui on parle, parce que comme ça, cette communauté nous connaît. Il connaît qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est un capital relationnel qui c'est un petit peu un buffer, non? Quand il y a des reproches qui arrivent, ils parlent de nous online déjà. Et c'est clair qu'est-ce que nous faisons comme entreprise, non? Alors vraiment, je dirais que la règle de base, c'est pas seulement l'écoute, avoir des espaces de dialogue, être présent dans la RSE, mais être présent, avoir une communication très active toujours. Et justement, cette communication, ce capital relationnel, il se construit bien en amont en fait, de tous ces scandales qui arrivent. Oui, absolument. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est que malgré la création de tout ce capital relationnel et de cette communication en amont, il y a de la désinformation qui arrive, notamment sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on gère cette désinformation et est-ce que c'est un phénomène qui est diffusé? Oui, alors là, c'est clair que la désinformation sur les aspects des RSE est en train d'augmenter toujours plus. S'il y a une nouvelle qui n'est pas vraie, pour la faire sembler vraie, ce qu'on fait, on s'attache sur l'émotionnalité du récepteur. Non? Alors là, toutes les études dans la communication politique où la désinformation a vraiment été très forte dans les dernières 5 années montrent ça. Et alors, comment on peut vraiment cibler un business et désinformer sur un business? C'est clair que les aspects des RSE qui sont plus idéologiques, plus liés à des enjeux sociétaux qui sont très importants pour les personnes, touchent plus leurs émotions. Alors, c'est plus facile de désinformer sur un business sur des aspects de RSE. Alors, ça, c'est un défi nouveau. C'est clair qu'on désinforme aussi sur des aspects strictement de produits et tout ça, non? Mais il y a plus en plus de la désinformation sur le business qui est lié à la RSE. Et ça, c'est un nouveau phénomène quelqu'un qui travaille dans la communication de la RSE doit vraiment commencer à gérer. Il y a des études qui sont en train d'être faites pour comprendre quelles sont les caractéristiques de la désinformation sur un business spécifiquement. Parce qu'en effet, il y a pas mal eu des études sur les aspects politiques de la com, mais pas sur les aspects du business. Alors là, oui, c'est difficile et il faut vraiment faire attention de monitorer et comprendre qui est derrière cette désinformation. Et je pense ici, le défi, c'est aussi peut-être qu'il y a plus en plus une désinformation professionnalisée. S'il y a toujours eu des rumeurs sur le business, mais maintenant, il y a plus des personnes qui se professionnalisent sur faire ce qu'on appelle le dark PR. C'est la partie obscure des relations publiques dans laquelle il y a vraiment des personnes qui se professionnalisent pour discréditer des autres. Ça devient un instrument de business finalement. Ça devient un instrument de communication, de guerre de communication. Et en effet, la désinformation, c'est une typologie de guerre différente. C'est nouvelle parce qu'il y a une professionnalisation derrière cette désinformation dans les dernières années. On peut la trouver dans le monde politique, mais aussi dans le monde du business. Et alors là, vraiment comprendre ça, c'est crucial et analyser le phénomène de la désinformation, de la fake news dans le domaine du business, c'est très important, puisqu'il y a des pertes économiques derrière cette désinformation, des fois. Justement, professeur, vous travaillez sur le rôle de l'intelligence artificielle. Est-ce que tout cela a un rôle à jouer dans cette désinformation? L'intelligence artificielle sont quoi? Sont des agents qui peuvent apprendre eux-mêmes dans un domaine. Non? Et alors là, c'est clair que dans la désinformation, il y a des agents artificiels textuels qui sont en train vraiment de faire le booming. Ici, je ne pense pas aux bots, ceux qu'on connaît quand on fait le customer service et on a quelqu'un qui nous répond à nos questions comme client. Non, je pense vraiment à des agents artificiels très élaborés qui maintenant sont en train d'être open source, d'être ouverts à tout le monde. Je pense ici à GPT-3. Il parle comme une humaine. Il développe un texte très élaboré, une argumentation très élaborée. Et maintenant, avec l'ouverture, que tout le monde peut utiliser cet agent artificiel, c'est clair. Le fait que la désinformation peut devenir massive, c'est clair qu'on n'est pas encore dans ce moment-là dans lequel cet agent artificiel très élaboré sont utilisés pour faire de la désinformation. Mais on est là, ça c'est un risque et il faut l'étudier parce que on sait par exemple un agent artificiel qui on serait dans une communauté online. Il y a 2 agents artificiels et des individus humains. La quantité d'informations qu'ils peuvent jeter dans cette communauté, c'est très grande. Et à un moment donné, peut-être ils commencent un débat eux-mêmes entre les machines et nous, comme humains, on reste dehors. Imaginez si on parle d'une question de changement climatique et cette machine sont en train de parler de ça. À la fin, le discours est géré et lidéré par ces machines.
Alors là, il n'y a pas des études vraiment qui ont regardé l'effet de l'entrée de cette machine qui sont très élaborées, parce qu'ils vraiment, ils arrivent à faire un dialogue humain très étonnant. Et là, il faut vraiment étudier ça. Moi, je suis en train d'étudier ça avec des collègues. Je pense vraiment insérer les agents artificiels textuels dans le monde du business et autour du business, c'est un élément très important à étudier, et surtout sur ce qui a à voir avec tous les défis et comment la relation entre le business et la société peut vraiment changer aujourd'hui. Justement, peut-être pour conclure, professeur, est-ce que ces agents artificiels pourraient aider à la RSE dans le futur? Alors c'est clair, chaque menace peut aussi devenir une opportunité, non? Il faut étudier ce phénomène et comprendre aussi le potentiel, non? Par exemple, d'augmenter la transparence. On a parlé du problème de la transparence. Vous savez aussi le greenwashing, non? On dit que c'est pas bien et on est tout d'accord, mais il y a aussi un débat académique derrière de ça. On dit, mais peut-être faire ce on parle l'aspirational talk, non? Parler, communiquer tous des défis futurs que l'entreprise veut commencer, des nouveaux projets futurs qui ne sont pas encore là. Non, ça, techniquement, peut être un greenwashing, mais c'est plus aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui et communiquer sur des objectifs futurs. Ça aide à augmenter des faits réels, non, dans la RSE. Alors, les agents artificiels peuvent aussi, l'utilisation peut aider à comprendre qu'est-ce qu'on fait, communiquer bien, qu'est-ce qu'on fait, aller au-delà et communiquer ça d'une façon avec une bonne tempistique peut-être. Mais là, c'est vraiment tout un domaine ouvert. Je ne peux pas dire qu'ils peuvent vraiment aider. Mais c'est clair que chaque menace, ça peut devenir une opportunité. Et je ne veux pas te laisser avec cet entretien de dire « Oh, ces agents artificiels sont terribles, vont seulement devenir un défi. » Non, à la fin, c'est à nous, non, comment on les utilise et comment on les insère, non, dans notre travail chaque jour. Non, et, oui. Professeur, on arrive à le terme de cette discussion et de cette rencontre. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. À toi, Lara, c'était un plaisir. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et nous, on se retrouve prochainement pour un prochain épisode de SES Podcast. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.